Bonsoir à tous. À la une de ce journal, encore des disparitions troublantes des enfants victimes de violents malaises après avoir consommé de la sardine et du riz aux côtés de leur père. Seuls les enfants sont morts. Sur le chemin de l'hôpital à Douala, la famille est inconsolable et intenable devant ce feuilleton macabre. À suivre dans ce journal une enquête sur les zones d'ombre autour de cette série noire des disparitions tragiques après une consommation des repas douteux en famille. Au-delà d'un vaste mouvement annoncé dans la magistrature, le président de la République, clé de voûte du Conseil supérieur de la magistrature, peut-il à lui tout seul garantir dans la pratique l'indépendance du pouvoir judiciaire? L'opposition n'y croit pas vraiment, illustrant les cas où la justice est instrumentalisée à des fins politiques. Le parti au pouvoir défend le chef de l'État, lui qui est garant de la justice au Cameroun. Le regard croisé de la classe politique sur le système judiciaire, c'est à suivre au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. D'abord, l'hécatombe survenue à Bafoussam, cela suscite encore la consternation. De nombreuses familles endeuillées sont effondrées après avoir identifié leurs frères, leurs sœurs et époux parmi les victimes de l'accident mortel de la circulation routière. Selon un bilan officiel, 12 personnes ont été tuées après un choc violent. Environ 60 personnes sont des blessés graves sous soins intensifs. Presque tous étaient passagers d'un véhicule en état de surcharge, effectuant un transport clandestin sur l'axe Bafoussam-Fumbot. Entre la désolation et la stupeur, Leclerc Sakem retrace cet événement tragique survenu ce week-end. L'esplanade des urgences de l'hôpital régional de Bafoussam dans la région de l'Ouest Cameroun s'est transformée le dimanche 9 août en une cour de deuil. Cela fait suite à un accident de circulation survenu sur l'axe Bafoussam-Fumbot au lieu dit Banefo. Ce véhicule de marque Toyota, immatriculé NW 0953, avec plus de 400 personnes parquées à la malle arrière, aurait eu une défaillance technique, notamment le système de freinage défectueux au niveau de cette descente. Commence alors une course folle qui, selon des témoins, fait plusieurs tonneaux avant de se stabiliser. Au niveau de la commune de Combe, le camion en question, la voiture dans laquelle nous étions a perdu le frein. Nous avons descendu toute la commune, la vitesse de franchissement, on ne pouvait pas calculer. En voulant donc prendre le virage, c'est là où nous avons basculé. Bateau Champ avait mes amis au niveau des Fincam, emprunté aux voitures au niveau de la Total, au niveau d'Isakam, la voiture a perdu le frein. Oui, quand la voiture a perdu le frein, maintenant il a commencé à descendre la colline. À vivre à lui. Maintenant qu'il a fini de descendre la colline, maintenant au niveau du marché, comme les routes de notre cher pays n'est pas arrangé, il y avait les routes en dos d'âne. Il y avait un goudron qui est en haut, le goudron qui est en bas. Mais le côté maintenant qui est en bas, maintenant, on permet à ce que la voiture se soulève. La voiture se soulève maintenant, comme ça l'a fait tourner. Il y a eu beaucoup de morts, trop de morts. J'étais la seule personne, la première personne à me relever en première lieu. On a d'abord carburé à la station. On s'est arrêté au contrôle. En montant d'abord, la fumée sortait derrière le camion. Le genre de fumée que ça intoxiquait même les passagers. Le directeur de l'hôpital régional de Bafoussam dresse ici le bilan 24 heures après cette hécatombe. Actuellement, 24 heures après cette drame, nous avons 60 patients hospitalisés avec différents grades de traumatisme, 14 décès, une sortie de l'hôpital et une évacuation à Douala. Parmi les hospitalisés, il y a 4 à 5 patients qui sont dans un état critique. L'occasion est toute osée pour le professeur Eno Orok d'égrener quelques chapelets de doléances. Des situations comme ça nous fait relever quelques défauts, quelques manquements, justement. Par exemple, l'absence d'un chirurgien orthopédique à l'hôpital, l'absence d'un urologue à l'hôpital. Il y a des hommes qui ont eu des fractures pelviennes
avec des impacts urologiques. Donc nous allons exprimer ces besoins à la hiérarchie. Et au moins pour les circonstances, on a besoin d'assistance dans cette spécialité. Le gouverneur de la région de l'Ouest s'est rendu quelques heures après l'accident au sujet des blessés internés au service des urgences et réanimation de l'hôpital régional de Bafoussam. Le reste de l'engin de la mort a été transporté à la brigade du peloton motorisé où une enquête a été ouverte. Après ce grave accident ayant provoqué la mort de près de 14 personnes, selon l'hôpital régional de Bafoussam, le retrait de la carte grise du véhicule incriminé et le retrait du permis de conduire du chauffeur présumé coupable sont-ils suffisants pour résoudre l'épineux problème du transport clandestin et des comportements à risque observés dans le secteur routier? Le ministre des Transports a choisi ces sanctions. Comme première mesure conservatoire, Ernest Masséna-Ngalé-Bibé a exhorté ses collaborateurs et d'autres administrations publiques à intensifier la lutte contre l'insécurité routière. Joël Essengue et Aïk Cyril nous en disent plus dans ce reportage. Le sang a encore coulé sur les routes camerounaises le week-end dernier. Pour cause, 2 accidents de la circulation ont coûté la vie à plusieurs personnes. D'après les analyses du ministère des Transports, le premier accident, survenu samedi 8 août à 13h sur l'axe Komba-Boya, dans la région du sud-ouest, serait dû à une collision frontale entre 2 véhicules de transport de personnes de marque Toyota Hiace. La collision entre les 2 véhicules, dont l'un immatriculé SW284BB et l'autre SW849AX, a fait 2 morts et 31 blessés. Le second accident, survenu dimanche 9 août autour de 6h du matin sur l'axe Bafoussam-Fumbot dans la région de l'Ouest, implique un véhicule de marque Toyota Dina 300, immatriculé NW0953F, affecté au transport de marchandises. Selon le ministère des Transports, le véhicule appartenant à Ngor Albert était conduit par Nembot Calvin qui effectuait de manière clandestine le transport périurbain. Sur les 80 passagers hors cabine, 12 sont décédés tandis que 60 sont blessés graves. Tirant les leçons de cette conduite dans des conditions hasardeuses, le ministre des Transports décide du retrait de la carte grise afférente au véhicule pour exercice de transport clandestin. Jean-Ernest Masséna-Ngalé-Bibé décide également du retrait du permis de conduire et de l'interdiction de Nembot Calvin de se présenter à un examen de permis de conduire pour une durée de 5 ans pour violation grave et manifeste de la réglementation en vigueur. Le ministre des Transports rappelle que ce sont des mesures conservatoires en attendant les résultats de l'enquête qui permettront de sanctionner les coupables conformément à la loi. Autre feuilleton macabre, c'est ce cauchemar vécu dans une famille ayant partagé un repas auquel a été associé de la sardine. Après ce supplément dégusté uniquement entre les 2 enfants et leur père, une scène tragique s'est produite. Les enfants victimes de graves douleurs sont morts sur le chemin de l'hôpital. Une disparition tragique pour la famille, insupportable pour les proches et incompréhensible pour les voisins. Que s'est-il réellement passé au lieu dit PK10 à Douala? C'est une enquête signée Equa Claude et Eric Fopossi. Dans la grande cour des Mandingues, au quartier PK10, au lieu dit foyer Onkam, la famille est sans voix face à ce qui lui arrive. La mort de 2 enfants, Sabrina 10 ans et Monty 8 ans, décédés en matinée dans une clinique de Douala. Selon des proches de la famille, les 2 gosses seraient morts d'intoxication alimentaire. Apparemment, justement, je ne vis pas ici, les enfants auraient consommé peut-être le riz sauté avec de la sardine. Bon, aux alentours de 17h. C'était quand ça? Hier, la journée d'hier, aux alentours de 17h. Vers 21h, la fille a commencé à faire un malaise, c'est-à-dire elle s'est sentie faible et faisait du vomi. Au premier symptôme, la petite Sabrina et le petit Monty ont été transportés à l'hôpital. Et bon, arrivé, le médecin a tantôt, il lui a fait des injections pour essayer d'arrêter les selles.
Ma seconde grande soeur, celle qui est la mère des enfants, elle m'a appelé, elle me dit je suis à la clinique des merveilles avec les enfants. Monty vient de décéder, Sabine elle est sous oxygène, donc viens seulement. Alors, lorsque je suis arrivé à la clinique des merveilles, j'ai trouvé que Sabine aussi venait tout juste de décéder. Face à ce qui s'apparente à un mystère, une enquête de gendarmerie est en cours pour déterminer les circonstances exactes de la mort de Sabrina et Monty. Ce n'est pas la première fois que les membres d'une famille décèdent dans des circonstances troubles après avoir consommé un repas. Ce fut le cas au quartier Mboko-Plage et Newbell il y a quelques mois. Dans l'actualité, la mairie de Yaoundé 6, paralysée durant une grogne du personnel. En colère, ils s'insurgent contre le non-paiement de 6 mois de salaire et des indemnités dues au maire et ses adjoints, pendant que les agents communaux broient du noir. La nomination du receveur municipal tarde à être effective sur fond de désaccord au sommet de l'État. D'autres précisions avec Rodin Gassi et Ike Cyril. Dès le portail principal, le reporter est renseigné sur les malheurs du personnel et de l'exécutif municipal de Yaoundé 6. 6 mois sans salaire, ni indemnité, alors que c'est l'argent qui manque le moins. Nous étions dans l'embarras parce qu'il n'y avait pas de relais d'information. On ne savait pas si c'était le receveur qui était assis sur nos salaires ou si c'était notre patron, le maire. C'est dernièrement qu'on s'est rendu compte que c'est juste parce qu'il avait des problèmes avec le receveur municipal. Nous avions demandé que pour nous quoi là-dedans. À l'époque, on était à 3 mois. Et on s'en rend compte qu'au 6e mois, on n'a toujours rien. Nous avions donc bloqué les portes ce matin pour que soit on nous donne un receveur municipal ou que le maire paye nos salaires. Ce n'est pas un problème de disponibilité de ressources. D'ailleurs, la commune de Yaoundé 6 n'a jamais été aussi liquide, si vous me permettez l'expression. C'est un problème d'ordre administratif, c'est loin d'être un problème de ressources. En fait, le maire de Yaoundé 6 et l'ancien receveur municipal n'étaient pas en odeur de sainteté. Le receveur, admis à faire valoir ses droits à la retraite depuis le 5 octobre 2019, n'a été finalement remplacé que le 6 juillet dernier. Mais voici que plus d'1 mois après, le nouveau receveur municipal n'a toujours pas pris fonction. Ce qui empêche la passation, c'est un problème juridico-administratif. Je pense qu'il n'est pas à mon niveau. Je préfère que ceux qui ont cette responsabilité règlent le problème à leur niveau. Nous, on a fait ce que nous devions faire et nous attendons. La vérité est que le ministre de la décentralisation et son collègue des finances n'accordent pas leur violon sur la nomination du receveur municipal, bien que la loi portant code général de la décentralisation ait fixé clairement les règles du jeu. Du coup, l'arrêté signé par Georges Elanga Obam le 6 juillet dernier reste dans les tiroirs pendant que le personnel communal tire le diable par la queue. Comment comprendre qu'une mairie ne fonctionne pas pendant 6 mois et qu'on soit en décentralisation? Est-ce qu'on va continuer d'avoir des situations comme celle-ci dans toutes les mairies du Cameroun? On a lancé la décentralisation. Il faudrait bien que la fonction publique locale soit mise sur pied. On ne va pas mettre la charrue avant les bœufs tout le temps au Cameroun. C'est fatigué d'attendre la fin de cette guerre juridico-administrative que le personnel est entré en grève, bloquant l'entrée principale de la mairie qui donne également à la sous-préfecture. Il a fallu d'âpres négociations conduites par le sous-préfet de Yaoundé 6, appuyé par la brigade de gendarmerie de Biémassi et le commissariat de sécurité publique du 9e pour que les barricades soient levées sans pour autant apaiser les tensions. Il y a eu certes ce mouvement ce matin, mais le personnel a repris du service, même si c'est le service minimum, je peux le reconnaître. D'ailleurs, c'est comme ça que la mairie fonctionne depuis un bon bout de temps. Vous imaginez une administration comme la nôtre sans un poste comptable qui fonctionne. Lorsque nous quittions la mairie, une réunion de crise commençait à peine entre le sous-préfet, le chef de l'exécutif municipal et un conseiller technique dépêché par le ministre de la décentralisation. Ventre affamé n'a point d'oreille. Après ce reportage de Rodin Gassi et Marcelin Gansop sur la grogne du personnel à la mairie de Yaoundé 6, le paiement des arriérés de salaires dus aux agents communaux de Yaoundé 6 et des indemnités de maires et leurs adjoints, tout cela a débuté durant l'après-midi sous la diligence des agents financiers dépêchés par le ministère des Finances, mais la nomination d'un receveur municipal n'a pas encore été concrétisée jusqu'à cette heure. Dans le sud du pays, la gestion des revenus communautaires crée
créé de vives tensions dans le village Akak. Le sous-préfet de Campo y est descendu vendredi dernier pour faire libérer la voie publique et superviser une assemblée générale fortement contestée dans un village où siège le GIC. La scène a tourné en une bagarre générale. C'est le constat qu'a fait notre reporter Joseph Abena. Ce n'est pas la joie ici au village Akak, dans l'arrondissement de Campo, limitrophe à la Guinée équatoriale. Ici, la route impose un parcours de combattants. Corona, on espère, c'est pas Corona qui a bloqué la route, c'est pas Corona qui a bloqué la route. On espère qu'on veut qu'on nous arrête la route. On dit que la route est déjà goudronnée depuis là les papiers, mais la route est toujours comme ça. Voilà, les frères qui sont en train de venir, c'est tellement hyper gâté. Merci. Ce vendredi 7 août, la barrière est intacte et impose le respect à ce véhicule du corps administratif. Le chef de ce village, Akak, Sa Majesté Irène Evina, s'est installé à un jet de pierre de la barrière. Il n'a même pas demandé à savoir où se trouve le chef lundi. Dès qu'il est arrivé, il commence à gronder. Est-ce que vous savez que c'est la roue de l'État? Ceci, cela. Allez, enlevez-moi la barrière là. Les engins, allez, dégagez cet engin-ci. L'engin qui est là était placé là-bas derrière. C'est venu jusqu'à vouloir écraser les gens. Nous sommes tombés en route comme vous avez vu là. Et je lui ai dit, même tes gendarmes là, même toi-même, vous ne m'intimidez pas. Et vous n'êtes pas mes supérieurs, vous êtes mes collaborateurs. Je suis dans mon territoire, je suis dans mon patrimoine. J'ai toutes mes richesses, mais pourquoi je n'arrive pas à bénéficier de ces richesses avec mes populations? Les gens viennent, ils puisent, ils s'en vont. Ils puisent, ils s'en vont et ils viennent nous cracher dessus. Et moi j'en ai marre de ça, je suis fatigué de ça. J'ai dit la récréation est terminée. À quelques 500 mètres de là, se déroule une assemblée générale et l'ancien délégué contesté par le chef est porté en triomphe pour un autre mandat. Les travaux qui se déroulent sous le regard du sous-préfet de Campo montrent bien qu'il existe ici des tensions. Et monsieur le sous-préfet s'en explique. Divergence de point de vue, oui. Je préfère, n'est-ce pas, qu'on parle beaucoup plus d'incompréhension. Incompréhension dans la mesure où le GIC, n'est-ce pas, qui avait été géré par l'ancien bureau, était arrivé à terme de son mandat. Cependant, il y avait beaucoup d'aléas qui n'ont pas permis à ce qu'on puisse véritablement tenir une assemblée générale. Non seulement le retard dans l'exploitation, le retard dans le paiement, puis le Covid-19. Lorsque le sous-préfet ordonne la libération de la voie publique, la tension monte d'un cran et c'est la bagarre générale. Affaiblis par la supériorité numérique, les contestataires se muent en bouclier humain. Une scène que le sous-préfet qualifie de théâtre. C'est du théâtre, c'est du théâtre, c'est du théâtre. Parce qu'il a perdu 1 250 000, il n'a même pas pu acheter une seule paire de babouches de 250 francs. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question, qu'on ne vous trompe pas. Qu'on ne vous trompe pas. Au-delà des problèmes que pose la gestion des revenus communautaires au développement local, il y a cet épineux problème des pouvoirs traditionnels face à l'administration coloniale. Moi, je suis chef traditionnel. Je suis ancré dans mes traditions, dans ma culture, la culture de mes ancêtres. Mes ancêtres m'ont préparé pour ce que je suis en train de faire là maintenant. Donc, personne ne m'intimide.
Dans l'actualité, sur les antennes de la radio publique, les décrets portant nomination, mutation et affectation des magistrats sont en cours de lecture sur les antennes de la radio publique. Vous le savez, dans la matinée, le président de la République, le chef de l'État, Paul Biya, a présidé une réunion, une session du Conseil supérieur de la magistrature et il a indiqué que la session en cours a été marquée par l'intégration dans le corps judiciaire des auditeurs de justice de la section Common Law récemment créée à l'ENAM. Ceux-ci sont issus d'un recrutement spécial des personnels judiciaires anglophones et qui sont afin d'appliquer dans les ressorts des cours d'appel du Nord-Ouest et du Sud-Ouest cette innovation juridique, a indiqué le chef de l'État du Cameroun lors de l'ouverture de la session ordinaire du Conseil supérieur de la magistrature. Il faut préciser qu'aucun dossier disciplinaire n'a été enregistré au terme de cette session ordinaire du Conseil supérieur de la magistrature. Un vaste mouvement est en train d'être opéré dans la magistrature et les décrets y afférents sont en train d'être rendus publics sur les antennes de la radio publique. Et le chef de l'État, président de la République du Cameroun, peut-il garantir l'indépendance du pouvoir judiciaire en tant que clé du voûte du système gouvernant au Cameroun? L'opposition n'y croit pas. Au regard des pratiques observées dans le système judiciaire, l'opposition dénonce l'instrumentalisation de la justice à des fins politiques, un avis que ne partagent pas les militants du RDPC. Ils estiment que dans la justice, il y a des efforts qui sont faits pour rendre la justice au nom du peuple camerounais. Le regard croisé des acteurs politiques sur la justice, c'est avec Flavien Valondongo. Les résolutions détenues du Conseil supérieur de la magistrature suprême permettent-elles d'améliorer le travail des magistrats? Des acteurs politiques, de la société civile et certains magistrats ne s'accordent pas sur la question. Le Conseil supérieur de la magistrature s'est déjà réuni plus d'une fois au Cameroun, mais je n'ai pas le sentiment que l'environnement de la justice camerounaise s'est amélioré en ce qui concerne par exemple la qualité de la justice qui est rendue, l'indépendance de la magistrature. L'indépendance, le mot est lâché par l'avocat au barreau du Cameroun, par ailleurs militant du MRC et allié. Juste à côté, d'autres pensent que la lenteur judiciaire et le difficile accès à la justice embrigardent la bonne marche de cette institution qui cherche désespérément son indépendance. Du moment où on passe pratiquement 3 ans sans toutefois tenir un conseil supérieur de la magistrature, immédiatement il y aura une incidence. Il y a de fortes chances qu'à un moment donné, vous soyez pris par des redevances morales. Vous allez vous rendre compte que nous sommes pratiquement dans un présidentialisme monarchique. Au sein du parti au pouvoir, l'on note que tous les maillons de la chaîne judiciaire ne sont pas rouillés. Il y a du mauvais, mais plus du bon dans le corps. Il y a un minimum de justice dans la justice camerounaise. Il y a également des situations qui créent des intérêts, qui créent un flou au niveau des comportements. Et je ne voudrais pas qu'à un moment, on globalise tout le corps de la justice sous l'angle de la corruption ou des comportements déviants. La justice camerounaise est malade, selon l'habitué des couloirs judiciaires et hommes politiques, au regard des procès rendus à la kafkaïenne. Il y a des dossiers où en cours d'enquête, on se rend compte que le dossier est vide, que les éléments sur la base desquels on a arrêté quelqu'un, ces éléments-là ne sont pas probants. Et vous vous retrouvez donc dans une situation où l'autorité exécutive peut vous embrigader, instrumentaliser la justice pour vous maintenir en prison, tout simplement parce qu'on est dans une situation de règlement de compte. Suite à tous ces différends, des populations ont besoin d'une justice libre et équitable qui relègue au dernier rang la lenteur judiciaire et qui dispose des magistrats indépendants. Je le précise, des décrets portant nomination, affectation et également promotion des magistrats. Ces différents décrets présidentiels sont en cours de lecture sur les antennes de la radio publique. La présidence de la République avait déjà annoncé un vaste mouvement dans la magistrature à la suite de cette réunion ordinaire du Conseil supérieur de la magistrature. Évoquons à présent des enjeux économiques qui concernent la sous-région Afrique centrale. L'Union économique des États d'Afrique centrale s'est réunie lors d'une visioconférence à Yaoundé. Les enjeux, implémenter des réformes pour améliorer le climat des affaires et promouvoir l'intégration économique en Afrique centrale. Évocation avec Guy Zogo.
Il y a du nouveau en matière d'intégration en Afrique centrale. L'une des résolutions majeures de la 35e session ordinaire du Conseil des ministres de l'Union économique de l'Afrique centrale, UEAC, porte sur l'harmonisation à 100 000 francs CFA des frais de titre de séjour des ressortissants de cette sous-région dans les différents pays. Il y a lieu de se réjouir que des dispositions pratiques soient prises pour que la libre circulation soit aisée en termes de titres de séjour, en termes même de certaines structures, brigades mixtes, bureaux de douane juste apposés. La circulation des personnes et des biens pour faciliter le commerce de ces personnes et de ces biens en Afrique centrale. Mais au-delà de cette disposition, cette réunion en visioconférence, axée autour de la problématique de l'impact de la Covid-19 sur les économies de la sous-région Afrique centrale, s'est apaisantie sur un mécanisme d'alerte globale. Les ministres ont réfléchi sur des mécanismes d'alerte, non pas seulement pour le Covid, dont nous entrevoyons la fin certainement, mais aussi pour tout ce qui pourrait arriver qui n'aurait pas été prévu. Il y aurait donc un mécanisme d'alerte pour que les économies ne soient plus négativement impactées par des faits du genre Covid qui surviendraient au sein de l'Afrique centrale. Pour consolider ces dispositifs d'alerte, il est question de s'appuyer sur les données statistiques. Ils ont relevé à l'appui de ces mesures qu'il fallait mettre en place des dispositifs statistiques pour mieux entrevoir ces mécanismes d'alerte-là pour que sur le plan macroéconomique, que nos diverses structures ne soient plus surprises négativement et donc impactées négativement par la survenance de pandémies ou de tout autre fléau qui viendra en être. Tout un ensemble de dispositions qui, espère-t-on, parmi les États de la CEMAC, devraient consolider la coopération et l'intégration sous-régionale. Dans ce chapitre économie, la guerre commerciale fait rage entre les États-Unis d'Amérique et la Chine. Le président américain Donald Trump a annoncé l'interdiction de toute transaction avec les applications TikTok et WeChat. Ces fleurons de numérique chinois sont accusés d'espionner les utilisateurs pour le compte de Pékin. Faux retorque la Chine, qui déplore une répression politique arbitraire et manipulation de l'opinion publique internationale. Sur les enjeux de cette guerre commerciale, je vous propose de suivre ce reportage signé Joël Essengue et Ike Cyril. La Chine réagit à la décision des États-Unis d'Amérique d'interdire sur leur territoire l'application TikTok. Annoncé par la Maison-Blanche, 2 décrets signés de Donald Trump visent TikTok et WeChat, 2 applications phares d'entreprises technologiques chinoises. TikTok, notamment, est une application qui permet d'échanger des vidéos et de suivre des comptes. Avec près d'1 milliard d'utilisateurs dans le monde, TikTok est de plus en plus populaire auprès d'un public jeune. Pour justifier l'interdiction de cette application sur le sol américain, Donald Trump reproche à TikTok de collecter des informations des utilisateurs pour les mettre à la disposition du gouvernement chinois. Un véritable travail d'espionnage, selon le locataire de la Maison-Blanche. Faux, rétorquent les autorités chinoises. Dans une récente interview, Wang Yi, conseiller d'État et ministre des Affaires étrangères de la Chine, balaie du revers de la main les accusations des États-Unis d'Amérique qui relèvent selon lui d'une manœuvre de déstabilisation. Les États-Unis d'Amérique, dit-il, utilisent leur pouvoir pour dénigrer la Chine en fabriquant toutes sortes de mensonges. Le conseiller d'État et ministre des Affaires étrangères chinois note que les États-Unis d'Amérique ne jouent pas franc jeu dans la guerre commerciale et économique entre les 2 puissances. Il précise que de grandes entreprises américaines du digital opèrent en toute quiétude en Chine et leurs affaires sont même florissantes. L'attitude de Donald Trump, selon lui, participe d'une concurrence déloyale, d'autant qu'aucune autorité américaine jusqu'à présent n'a été en mesure d'évoquer une seule loi que l'application chinoise TikTok aurait violée aux États-Unis d'Amérique. En tout état de cause, affirme Wang Yi, l'interdiction de TikTok aux États-Unis d'Amérique n'ébranlera pas la détermination de la République populaire de Chine. Membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies et plus grand pays en voie de développement, la Chine poursuivra la voie du développement pacifique et appliquera sa stratégie d'ouverture tout en défendant l'ordre international, conclut Wang Yi, conseiller d'État et ministre des Affaires étrangères de la République populaire de Chine.
Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À présent, je propose de suivre Serge Allan Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Allan. Vaste tsunami dans la magistrature camerounaise en ce moment-ci, après la tenue en milieu de journée du Conseil supérieur de la magistrature. Et durant cette session, aucun dossier disciplinaire n'a été enregistré selon la présidence de la République, le chef de l'État qui a salué l'arrivée de nouveaux membres au sein du Conseil supérieur de la magistrature, lui qui a indiqué que la session est marquée par l'entrée également, la promotion accordée à des auditeurs de justice qui ont été formés dans la section Common Law et qui pourraient être affectés dans les juridictions situées dans le nord-ouest et le sud-ouest. Une innovation juridique a-t-il indiqué dans ses propos liminaires marquant l'ouverture de la session parlementaire. À présent, vous l'avez dit, ces décrets portant nomination, affectation et promotion des magistrats sont en train d'être rendus publics sur les antennes de la radio publique. Voilà, madame, monsieur, c'est dans l'essentiel Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous le 6 septembre, 20h. Rendez-vous le 6 septembre, 20h, avec cette ère de congé.